Bonjour chers apprenants, chers candidats au bac. Nous sommes ce jour 8 mai 2020. Nous allons continuer avec cette série d'informations portant sur le thème 5 intitulé l'histoire. Aujourd'hui, nous allons certainement finir avec ce thème avant d'aborder le thème 6 intitulé l'État et le pouvoir. Mais avant de continuer avec cette série d'informations, j'aimerais d'abord faire le protocole des cours passés. J'allais dire, essayer de dégager qu'est-ce que nous nous sommes dit sur les différentes conceptions de l'histoire. Parce que c'est là où on peut avoir un goulot d'étranglement pour le bac. Partons de cela, sur les conceptions de l'histoire, nous sommes partis sur la première conception intitulée la conception théologique de l'histoire. Et cette conception théologique de l'histoire est l'œuvre du philosophe Bénigne Bossuet, dans son ouvrage intitulé « Discours sur l'histoire universelle ». C'est dans cet ouvrage majeur que Bossuet va nous dégager la conception de l'histoire, car dans son corpus, Bossuet place l'homme au cœur des événements historiques. J'allais dire, l'histoire ne peut avoir un sens que par rapport à la providence. La providence. Or, par la providence, il faut entendre la notion de Dieu. Partant de cela, Bossuet pense que l'homme ne fait qu'accomplir le dessein divin. L'histoire ne saurait avoir un sens sans la présence de Dieu. L'homme est utilisé pour accomplir. Partons de cette conception de Bossuet qui considère l'homme comme un élément qui accomplit la volonté de Dieu. Et cette conception de Bossuet, c'est la conception de tous les théologiens. Mais vous savez déjà que la conception théologique, si on peut sconder le concept théologique, on retrouvera théos, qui veut dire Dieu, et logos, qui veut dire discours, étude ou science. Partons de cela, la conception théologique, c'est la conception qui place Dieu au cœur des événements historiques. L'histoire ne peut avoir un sens que parce qu'elle découle de la volonté de Dieu. À la suite de cette conception théologique de l'histoire, nous avons débouché sur la deuxième conception qui est celle de Goethe, qui pense que l'histoire n'est pas l'œuvre de tout homme. L'histoire est l'œuvre de Dieu. Là déjà, il faut créer un pan entier, ou j'allais dire un lien séminal entre la conception de Bossuet et la conception hegelienne de l'histoire. Je peux sans nul doute me tromper pour dire que Hegel se fait ou se présente comme le continuateur de l'œuvre de Bossuet. Parce que Hegel aussi considère que l'histoire est l'œuvre ou découle de la volonté de Dieu. Sauf que dans l'accomplissement de l'histoire, l'homme est présenté comme une marionnette de l'histoire. L'homme est présenté comme un pion passif de l'histoire. Un pion passif. L'homme est présenté comme un instrument de l'histoire, voire un objet. Un objet, un instrument. Autrement dit, l'homme est utilisé comme un simple objet de l'histoire. Car
la volonté du déroulement de l'histoire ne dépend pas de l'homme. L'homme ne fait qu'accomplir le projet divin. Dieu a un plan. Je vais revenir sur l'expression pion passif. Nous avons l'habitude, pour ne pas dire vous avez l'habitude, d'assister à ceux qui jouent ou à ceux qui jouent le jeu de dames. Mais le constat fait, c'est que le pion ne décide pas d'aller à gauche ou à droite. C'est l'homme qui pousse le pion. Et le pion ne fait qu'obéir à la volonté de celui qui joue. C'est comme le cas de l'histoire. Quand on considère l'homme comme une marionnette, un pion passif, un objet, un instrument de l'histoire, parce que l'homme est juste utilisé dans l'accomplissement, dans le chiquier de l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, l'homme n'a pas de décision. Mais l'homme est poussé à l'accomplissement de cela. Voilà pourquoi Hegel pense que l'histoire n'est pas l'œuvre de tous les hommes, mais l'histoire est l'œuvre des grands hommes. Des grands hommes. Quand on parle des grands hommes, il ne s'agit pas de tous les hommes, mais d'une catégorie des hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui ont marqué leur passage sur Terre par leur empreinte. Et la fois dernière, j'ai cité quelques noms. Le cas de Nelson Mandela, le cas de Napoléon, le cas de Jules César, le cas de Martin Luther King, qui sont des hommes, même une fois après leur mort, on continue à parler d'eux. Parce qu'ils ont marqué l'histoire dans le bon sens, par ce qu'ils ont posé comme acte. Leur passage sur Terre dépend des événements. Des événements qu'ils ont marqués par leur empreinte. Et donc pour Hegel, Dieu peut se confondre à la raison, raison avec grand R, à ne pas confondre avec la raison avec petit R, qui est une faculté qui nous permet de discerner ou de distinguer le bien du faux. Mais ici, la raison avec grand R, chez Hegel, peut se confondre à l'idée. Dès lors, l'histoire devient comme une marche graduelle de la raison ou de l'idée. Mais après cette deuxième conception hegelienne de l'histoire, la troisième conception, qui était celle de Karl Marx, qui vient cette fois-ci mettre en crise la conception hegelienne de l'histoire. J'allais dire, les deux premières conceptions, s'il y a un sujet de dissertation, la conception théologique, tout comme la conception hegelienne de l'histoire, vous pouvez considérer cela comme les conceptions qui défendent le même point de vue. Parce que je ne veux pas tomber dans votre piège de dire que c'est la thèse. Si je dis comme ça, même si le sujet peut être inversé, autrement vous allez dire, monsieur avait dit c'est la thèse. Alors que la thèse dépend de la formulation, ou j'allais dire, de la reformulation du sujet. Donc c'est la même position. Mais la conception marxienne va se démarquer, va créer une distanciation avec la conception hegelienne, pour ne pas dire avec la conception théologique. Karl Marx va penser que l'histoire n'est pas l'œuvre de Dieu, qui utilise les hommes, mais l'histoire est l'œuvre de l'homme lui-même. L'homme est un sujet, l'homme est un acteur, l'homme est un agent. Bref, l'homme est le moteur même de l'histoire, car sans homme, aucune histoire ne devrait se réaliser. Sur l'échiquier de l'histoire, l'homme est un acteur incontournable du déroulement ou du devenir historique. Et cela, Marx va déployer cette conception dans son ouvrage intitulé « La Sainte Famille ». Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre avec cette série d'informations
portant sur le troisième sous-point intitulé « La conception marxienne de l'histoire » que nous avons déjà amorcé. La conception marxienne de l'histoire. Et nous nous sommes séparés sur la notion du communisme. Nous allons poursuivre avec la dictée avant de revenir sur la quatrième conception qui est la conception phénoménologique de l'histoire, notamment sur l'incertitude du fait historique, avec Jean-Paul Sartre et Karl Popper. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que ces philosophes nous proposent. Donc, nous sommes sur le communisme. Point. C'est ainsi que Marx déclare, c'est ainsi que Marx déclare C'est ainsi que Marx déclare On souligne toujours les titres des ouvrages, pas les noms de philosophes. C'est ainsi que Marx déclare dans le manifeste du Parti communiste, c'est ainsi que Marx déclare dans le manifeste du Parti communiste, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours. Est l'histoire de la lutte des classes. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Est l'histoire de la lutte des classes. Est l'histoire de la lutte des classes. Voilà la pensée marxienne. Si j'ai placé cette pensée au tableau, parce que c'est une pensée capitale qui se retrouve même récupérée par les hommes politiques. Pourquoi on dit l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes? Ça veut dire quoi? Cela veut dire que quand on essaie de regarder l'histoire de chaque société ou de chaque État, il y a forcément une lutte. La lutte, c'est quoi? C'est comme une opposition entre les riches et les pauvres, entre les seigneurs et les serfs, entre les ouvriers
qu'on peut encore appeler les prolétaires et les nobles. Forcément. Il y a une lutte là. La lutte vise quoi? La lutte, c'est l'amélioration des conditions de vie. S'il y a lutte parce que les pauvres constatent qu'ils ne sont pas pris en ligne de compte. Or, ils veulent eux aussi améliorer leurs conditions d'existence. D'où la lutte. Si dans un État, tout le monde peut avoir de quoi se nourrir, je crois qu'il n'y aura jamais de problème. Mais s'il y a des problèmes parce qu'il y a un groupe d'individus ou une catégorie de personnes qui se retrouvent totalement riches et une majorité qui se retrouve totalement pauvre, automatiquement, il doit avoir une lutte. Et Karl Marx dégage cela dans le manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société. Il ne dit pas l'histoire d'une société, mais il dit toute société. Pourquoi il dit toute? Parce qu'il sait que dans tous les États, on trouvera toujours un groupe d'individus qui se sentira lésé. Et par contre, on trouvera également ceux qui sont en train de bénéficier des avantages de l'État. Par conséquent, la lutte va s'installer. La lutte, c'est quoi? Ce n'est pas une guerre physique, mais c'est comme une opposition dans le souci de voir les conditions de vie s'améliorer. Il y a des esclaves, il y a des prolétaires, les pauvres, qui veulent eux aussi accéder à la richesse. Qui est né pauvre et qui souhaite rester pauvre jusqu'à la fin de sa vie? Non. Même le souhait d'un pauvre, c'est de se retrouver dans la catégorie des nobles, ou j'allais dire des riches. Voilà la lutte des classes. Et c'est un moment décisif, un moment capital de l'histoire. C'est le moment de l'affirmation. Si on était encore sur Hegel, j'allais dire que c'est même une dialectique de la vie. L'homme doit s'affirmer, pas en croisant les bras. Mais Karl Marx dit, c'est en luttant qu'il peut améliorer ses conditions d'existence. C'est dans cette lutte. Le but de cette lutte, c'est la reconnaissance. Après la citation à la ligne, d'après Marx, la véritable histoire humaine commence avec la fabrication des outils de travail. Outils au tableau. Commence avec la fabrication des outils de travail. Commence avec la fabrication des outils de travail, virgule. C'est lorsque cesse l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est lorsque cesse l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est lorsque cesse l'exploitation de l'homme par l'homme. Que veut dire l'exploitation de l'homme par l'homme? L'ouvrier travaille chez le riche qui est le pourvoyeur de l'emploi, qui est le pourvoyeur de l'argent, ou j'allais dire des moyens. C'est lui qui donne les moyens parce qu'il a les moyens. Mais le rendement est faible. On peut appeler cela par l'exploitation de l'homme par l'homme. Tu travailles beaucoup, tu dépenses beaucoup d'énergie, mais tu es mal rémunéré ou payé. C'est une forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Quelqu'un dépense beaucoup d'énergie, travaille beaucoup, mais gagne peu. Ce n'est pas loin de l'esclavage. Mais puisque tu n'as rien, tu es obligé d'accepter ce traitement. Mieux vaut le peu que rien. Tu es conscient que tu es exploité.
Mais puisque tu n'as pas d'autre moyen de subvenir à tes besoins, tu es obligé de faire face à cela, d'accepter cette condition. Karl Marx pense que pour combattre cela, l'exploitation de l'homme par l'homme, il nous faut les matériaux de travail. Ce n'est qu'en produisant que l'ouvrier finira par se rendre compte que je peux accéder à mon autonomie. L'exploitation de l'homme par l'homme, point. À la ligne, l'histoire est prévisible. L'histoire est prévisible. L'histoire est prévisible. Dans le mot prévisible, on peut soutirer prévoir. C'est prévisible que dans 10 ans, M. Elion peut être magistrat. C'est prévisible. Tu peux prévoir. C'est ça prévisible. Mais tout en sachant que dans l'histoire, cela peut ou ne pas se réaliser. Prévoir, oui. Mais on peut prévoir que dans une semaine, je vais te donner 10 000. Mais on arrive parfois à la fin de la semaine, tu n'as pas d'argent. Mais on avait quand même prévu. L'histoire est prévisible, virgule. Ce sont donc les hommes qui la prédestinent. Qui la prédestinent. Qui la prédestinent. Ce sont donc les hommes qui la prédestinent. Non, là, on doit s'arrêter. Ça devient très sérieux. Pourquoi ça devient sérieux? Parce que chez Hegel, l'histoire relevait d'un destin. Mais le destin de qui? Destin parce qu'il y a le concept de Dieu. Chez Hegel, c'était comme ça. L'histoire relevait d'un destin parce que c'est Dieu qui décidait. C'est Dieu qui avait déjà tracé. Et l'homme ne fait que marcher sur les traces de Dieu. Mais chez Karl Marx, il dit, on répète la phrase, ce sont donc les hommes qui la prédestinent. Ce sont les hommes qui décident du déroulement de l'histoire, mais aussi de l'orientation du fait historique. Chaque homme peut orienter sa vie. Pense Karl Marx. Chaque homme peut orienter. Ce qui n'était pas le cas chez Hegel. Je tenais quand même à apporter cette précision. Qui la prédestine consciemment, qui la prédestine consciemment pour atteindre leur fin. Pour atteindre leur fin. Pour atteindre, qui la prédestine consciemment, pour atteindre leur fin. Pour atteindre leur fin. Quand on parle de fin ici, il ne s'agit pas de la fin comme arrêt, mais la fin comme finalité ou but que nous visons. Chaque homme a un but à atteindre dans sa vie. Mais pour atteindre ce but, c'est à lui de décider du sens ou le déroulement de l'histoire. Quand nous allons aborder ça, vous allez voir que tout cela se capitalise par la notion du choix. Par rapport à tes choix, tu peux décider de ce que tu seras demain. Si tu fais un mauvais choix dans ta vie, ton histoire ne sera que sombre par rapport à ton choix. Pour ne pas anticiper avec Jean-Paul Sartre. Dans la vie, vous avez beaucoup de choix. Le choix de l'emploi. Parce qu'il y a des gens qui font des choix et qui regrettent après. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Mais trop tard, tu avais déjà fait ton choix. Leur fin. Point. C'est ainsi qu'il affirme. C'est ainsi qu'il affirme. C'est ainsi qu'il affirme.
Il s'agit de Karl Marx. 2 points, on ouvre les guillemets. L'histoire ne se sert pas de l'homme comme des moyens. L'histoire ne se sert pas de l'homme comme des moyens pour réaliser ses propres buts. Ses propres buts. Quand je dis but, logiquement c'est le but ou les buts. Mais si on met, si je ne prononce pas le T, il y a des élèves qui peuvent peut-être écrire but sans T. Et là, ça deviendra comme bus. Leur propre but. Quand on parle de but, il s'agit de ce que toi tu vises, de ce que je vise. C'est mon but, ou j'allais dire l'objectif à atteindre. L'histoire ne se sert pas de l'homme comme d'un moyen pour réaliser ses propres buts, virgule. Elle n'est que l'activité de l'homme. Elle n'est que l'activité de l'homme qui poursuit ses objectifs. Elle n'est que l'activité de l'homme qui poursuit ses objectifs. Vous fermez les guillemets. Entre parenthèses, le titre de l'ouvrage, cette fois-ci c'est toujours Marx, mais l'ouvrage change. Vous ouvrez les parenthèses. Quand tu ouvres, tu mets la Sainte Famille. La Sainte Famille. C'est l'ouvrage dans lequel nous avons extrait ou nous avons soutiré cette citation. La Sainte Famille. Point. À la ligne, pour Marx, virgule, pour Marx, virgule, pour Marx, virgule, l'histoire est le produit de la lutte. L'histoire est le produit de la lutte. Virgule, des contradictions. Des contradictions. L'histoire est le produit de la lutte, virgule, des contradictions entre les classes. Contradictions entre les classes. Mademoiselle Ngekou, j'espère que tu as la ligne. Toi qui as toujours des problèmes. L'histoire est le produit de la lutte, virgule, de contradictions entre les classes. Là aussi, nous allons nous arrêter d'abord. Je risquerai d'emprunter un concept fort du philosophe Hegel qui a parlé de la dialectique. Excusez-moi de revenir sur Hegel parce que je constate que le concept hegelien peut avoir un sens dans la philosophie de Marx, même si Marx ne le dit pas. Marx préfère parler de la contradiction ou de la lutte. Mais nous constatons que cette lutte ne peut être que la dialectique. Nous n'allons pas nous éterniser. La dialectique qui veut dire une contradiction. Ici, pour revenir sur l'expression de Karl Marx, qui parle de la contradiction entre les classes. Mais qu'est-ce qu'on entend par les classes? Les classes, il ne s'agit pas des classes d'examen, ou il ne s'agit pas des classes comme ça se passe à l'école. Il s'agit des couches sociales. Quand je parle des couches sociales, je fais allusion aux riches et aux pauvres. Il y aura une lutte entre les deux classes. Pourquoi? Parce que les pauvres ne vont pas accepter d'être pauvres jusqu'au bout. Jusqu'à la fin du monde, que le pauvre puisse accepter le statut de pauvre. Le pauvre veut lui aussi améliorer, ou j'allais dire, aménager ses conditions d'existence. Mais cela passe par une lutte. Parce que si tu croises les bras, le riche ne viendra jamais dire, bon, toi aussi occupe tel poste. Il faut t'engager.
Excusez-moi d'employer un concept fort de la philosophie de Jean-Paul Sartre, l'engagement. D'où une lutte entre les classes. 2 points. On va citer les classes qui vont s'affronter. 2 points. Les maîtres et esclaves dans la société esclavagiste. Les maîtres et les esclaves dans la société esclavagiste. Les maîtres et les esclaves dans la société esclavagiste. Quand on dit le maître, c'est celui qui a les moyens. L'esclave travaille pour le maître. Mais à un moment, vous voyez même les travailleurs revendiquent les droits, trouvent que la rémunération n'est pas celle-là. Vous voulez obtenir quelque chose. La lutte peut dégénérer en une lutte violente. Un soulèvement peut se transformer en guerre civile aussi. Quand la lutte n'est pas contrôlée, la lutte peut basculer vers une guerre civile. C'était une lutte au départ, mais qui peut prendre des proportions inquiétantes. Et ici, nous sommes dans la lutte dans le monde du travail entre les maîtres et les esclaves dans la société esclavagiste, virgule, entre les seigneurs et serfs dans la société féodale. Les serfs au tableau. Entre les seigneurs et les serfs dans la société féodale. C'est juste une appellation pour essayer de distinguer. Les serfs, les seigneurs et les serfs. Les seigneurs sont des maîtres. Quand on change d'époque, il y a l'appellation qui change. Mais ça rejoint seulement la même conception entre les maîtres et les esclaves. Ici, nous sommes en face des seigneurs et des serfs. Un seigneur, c'est celui qui a l'argent, celui qui a les moyens. Le serf, c'est un esclave. Autrement dit, celui qui dépend du seigneur pour exister. Or, quand le serf dépend du seigneur pour exister, le seigneur peut mal payer le serf. Parce qu'il se dit que le ciel ne tombera pas, lui dépend de moi. Automatiquement, un jour, il y aura une prise de conscience du serf qui va se rendre compte, mais je travaille trop, je suis mal payé. Et le serf, dans la société féodale, virgule, entre le bourgeois et le prolétaire. Entre le bourgeois et le prolétaire, le prolétaire, c'est le pauvre. Le bourgeois, c'est celui qui a beaucoup d'argent, un homme riche. Entre le bourgeois et le prolétaire dans la société capitaliste. Je te rappelle que le capitalisme, c'est la société où il y a plus l'exploitation de l'homme par l'homme. Le prolétaire, c'est le pauvre, c'est le malheureux qui n'a rien, qui ne trouve que le peu auprès du bourgeois pour subsister, pour payer à manger. Le capitalisme, on voit plus des intérêts, on ne voit pas le prolétaire. Le capitalisme, c'est l'ennemi de l'intérêt. Et c'est l'ami de l'intérêt. Peu importe ta condition de vie, le plus important, c'est que le riche continue à s'enrichir sous ton dos. Tu travailles beaucoup, tu produis, lui, il s'enrichit. C'est ça le capitalisme. Lui, il voit seulement ses intérêts. Il fait semblant de te porter. Il fait semblant de te porter, mais au fond de soi, il t'aime parce qu'il y a un intérêt derrière. C'est toi qui apportes de l'argent. Mais le jour qu'il n'y aura plus d'intérêt, tu seras jeté dehors. Voilà un peu les catégorisations. Ce sont des classes antagonistes, des classes opposées. Pourquoi opposées? Parce qu'il y a un problème d'argent au milieu. Il y a quelqu'un qui veut tout prendre, qui ne veut pas laisser une bonne partie à l'autre. Alors que l'autre aussi se rend compte que tout ce que je vois comme argent, c'est le fruit de ma sueur.
Donc je dois bénéficier. Capitaliste point. Ainsi, les bouleversements, ainsi les bouleversements qu'interviennent, je dois écrire ça au tableau, les bouleversements qu'interviennent dans l'ordre historique, les bouleversements qui interviennent dans l'ordre historique sont l'expression des antagonismes. Je vais écrire le mot antagoniste au tableau. Sont l'expression des antagonismes. L'antagonisme, c'est le fait de s'opposer. Les sociétés antagonistes sont des sociétés opposées. Sont l'expression des antagonistes. Ici, pourquoi on utilise le concept antagonisme? Parce que tout à l'heure, nous avons cité les catégories. Entre les seigneurs et les serfs, entre les bourgeois et les prolétaires, vous sentez que c'est des antagonismes. Pourquoi des antagonismes? Parce que celui qui est pauvre ne peut qu'envier celui qui a beaucoup d'argent. Automatiquement, il y a lutte, où il y a comme une haine masquée. C'est ça la lutte, c'est ce qui entraîne la lutte. Donc je parle des antagonismes des classes. Des antagonismes des classes. Point. Maintenant, Marx propose quoi pour éviter ces antagonismes? Si Marx veut que les pauvres puissent quitter l'étape de pauvreté, mais Marx dit l'unique manière de renverser cette tendance, c'est de faire une révolution. Il faut un soulèvement. Parce que celui qui a l'argent, qui constate, est-ce que c'est difficile de voir un chef? Tu es payé à 100 000 francs, même 20 ans après. Si tu ne fais pas du bruit, le chef ne peut pas t'ajouter quelque chose. Pour lui, tant que tu ne parles pas, même quand il constate que le revenu est faible, il ne peut pas venir de lui-même dire que bon, j'ajoute. C'est des cas rares. Généralement, c'est au fruit de la lutte. Tu commences à faire du bruit, il y a des soulèvements, il y a une révolution. À partir de ce moment, on peut procéder à un renversement de ce système. On peut mettre fin, mettre un terme à l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans tous les États, c'est comme ça. Et parmi les manières de faire la révolution, il y a aussi des grèves. Vous vous souvenez, même dans notre pays, les gens peuvent aller en grève pour obtenir une revendication. Ah non, nous ne voulons plus travailler parce que nous sommes mal payés. Et par la suite, tu vois qu'après ce sacrifice, aller en grève, on peut obtenir quelque chose. C'est ça la révolution. Des antagonistes de classe, point. La révolution prolétarienne. Prolétarienne. La révolution prolétarienne. Donc la révolution des pauvres. La révolution prolétarienne serait la dernière phase. Serait la dernière phase. Prolétarienne serait la dernière phase qui entraînera
l'abolition serait la dernière phase qui entraînerait nous sommes en train de parler au conditionnel parce que ce n'est pas encore arrivé. Marx demande que les pauvres puissent se soulever. Serait la dernière phase, serait avec AIT. C'est le conditionnel. Si vous refusez de vous soulever, vous allez rester dans votre pauvreté jusqu'à la fin. Donc Marx vous invite à un soulèvement. Mais il s'agit des pauvres. Et ici, nous sommes en train d'aborder l'histoire de façon générale. On ne parle pas du Congo, on ne parle pas de la RDC, mais on parle de façon générale. Marx, en rédigeant son ouvrage, s'est inspiré de la souffrance des prolétaires. N'oubliez pas que Karl Marx est allemand. Il n'est pas africain. Mais il s'adresse à tous les prolétaires qui entraînerait l'abolition de la propriété privée, l'abolition qui vient du verbe abolir, qui veut dire mettre un fin, et mettre un terme ou mettre fin à quelque chose. À compter d'aujourd'hui, on a aboli que les écoles privées puissent porter une tenue unique. On a aboli ce système. Il y a une note ministérielle qui a décidé que toutes les écoles, pour ne pas dire tous les élèves du Congo, puissent porter une tenue unique ou uniforme. Voilà. C'est ce qu'on appelle par abolition. Donc je dis, qui entraînerait l'abolition de la propriété privée et l'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'exploitation de l'homme par l'homme. On a aboli la propriété privée. Que veut dire propriété privée? Le bien qui appartient à un homme. On abolit pour éviter qu'il ne puisse exploiter. Même quand c'est pour quelqu'un, l'État doit avoir l'œil pour éviter les injustices sociales. Et l'exploitation de l'homme par l'homme. Point. D'où l'avènement du communisme. D'où l'avènement du communisme. D'où l'avènement du communisme qui va marquer la fin de l'histoire. D'où l'avènement du communisme qui va marquer la fin de l'histoire. D'où l'avènement du communisme qui va marquer la fin de l'histoire. Point. Nous allons passer à la quatrième conception, la conception phénoménologique de l'histoire. Avec au cœur de cette conception, la notion de l'incertitude du fait historique, avec Jean-Paul Sartre. Vous allez écrire la conception phénoménologique de l'histoire. Logique de l'histoire. Pour gagner l'espace, la conception phénoménologique de l'histoire, 2 points, l'incertitude du fait historique. L'incertitude du fait historique.
Ici, le philosophe vedette ici, c'est Jean-Paul Sartre. Mais toutefois, on peut créer un dépassement en convoquant Karl Popper dans son ouvrage intitulé « La société ouverte et ses ennemis ». J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous entendez par incertain? Ce qui est incertain et comment? Qu'est-ce que vous entendez par incertain? Ou l'incertitude? L'incertitude, c'est quoi? Qu'est-ce que l'incertitude? Vous n'avez jamais entendu parler de l'incertitude? Oui, monsieur Mbala Sébastien. Aucune idée. Par le mot incertitude, on peut retenir le caractère de ce qui n'est pas clair, ce qui relève un peu du hasard, ce qui n'est pas figé, ce qui n'est pas déterminé, ce qui n'est pas préétabli, ce qui n'est pas fixé. Bref, la notion de l'incertitude au cœur de la philosophie de Jean-Paul Sartre part du fait que chez Sartre, l'homme arrive au monde, l'homme est jeté dans le monde et cet homme ne sait comment faire pour sortir de ce désespoir. L'homme dans l'angoisse. Cet homme qui se retrouve dans l'angoisse est obligé de chercher à donner un sens à son existence, est obligé de tenter d'orienter sa vie. Mais sa vie ne dépend pas d'un Dieu. Sa vie dépend de lui-même. Sa vie dépend de ses choix. Suivez-moi très bien, chers apprenants. Le choix peut déterminer l'histoire de tout un chacun. Quand tu fais un bon choix, tu peux être heureux toute ta vie. Quand tu fais un mauvais choix, tu peux gâcher ton histoire, voire ta vie. D'où Sartre démontre que l'histoire est essentiellement chaotique. Qu'est-ce qu'on entend par chaotique? L'histoire est désordonnée. L'histoire est hasardeuse. L'histoire est contingente. L'histoire est accidentelle. L'histoire est imprévisible. Toutes ces expressions veulent juste montrer qu'il n'y a aucune histoire déjà tracée, comme le prétendaient les deux premières conceptions, notamment la conception hegelienne et la conception théologique de l'histoire. Au niveau de l'incertitude du fait historique, Sartre veut juste nous montrer que c'est à chaque homme d'écrire une page de son histoire. Il n'y a pas de Dieu. Étant donné que l'histoire est désordonnée, chaque homme doit se battre par ses choix, par son engagement, par ses actes, par ses actions. Bref, par tout ce qu'il entreprend, l'homme est comme un projet qui doit se construire. L'homme est appelé à se définir. Mais se définir, c'est par rapport à l'engagement, par rapport au choix, par rapport à l'agir, par rapport à ses actions. Qu'il doit écrire une page pour que l'histoire puisse reconnaître cet homme comme étant un grand. Il n'y a pas de Dieu. Dieu est totalement exclu du corpus sartrien. Parce que l'homme, n'oubliez pas qu'il est une liberté qui doit se choisir lui-même. Il n'y a pas une pression. Dans les choix de l'homme, c'est lui qui décide. Donc, il est une liberté qui se choisit. Maintenant, s'il fait un mauvais choix, l'histoire sera totalement fatale pour lui. La notion de la fatalité, la notion de l'incohérence, l'histoire est même incohérente. Très bien, une expression qui me vient encore à l'esprit.
incohérente. Pourquoi l'histoire est incohérente? Parce qu'il n'y a pas une logique déjà tracée. Comme le prétendait Hegel. Une logique déjà tracée. Dieu a déjà décidé. Pour Hegel, Dieu a déjà tracé un destin pour ta vie. Donc tout ce que tu fais, tu te bats, tu viens à l'école. Pour Hegel, tu ne fais qu'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu sait déjà quelle est la fonction que tu vas occuper demain. Mais alors, pour Jean-Paul Sartre, ce n'est pas le cas. Il y a une incohérence. C'est à toi de marquer. Si tu es venu faire cours aujourd'hui, c'est parce que tu veux réussir. Tout simplement. Mais en prenant le moyen de chez toi pour venir jusqu'ici, tu es en train d'écrire une page de ton histoire. Tu fais l'histoire. Tu fais partie des acteurs incontournables de l'histoire. Il n'y a pas de Dieu. D'où chaque homme doit donner un sens ou une orientation à sa vie, mais aussi à son histoire. Mais cette conception sartrienne sera renforcée par Karl Popper. Karl Popper démontre que l'histoire n'a pas de loi. Si l'histoire n'a pas de loi, dès lors, l'histoire ne saurait avoir un sens. Dans son ouvrage intitulé Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, la société ouverte et ses ennemis. Dans son ouvrage intitulé La société ouverte, Karl Popper va soutenir Jean-Paul Sartre parce que lui aussi va penser que les événements historiques sont désordonnés. Les événements historiques sont imprévisibles. Bref, ils sont hasardeux. Voilà, désordonnés, hasardeux, ce sont des événements qui sont incohérents. Parce que personne ne peut savoir ce qui peut arriver demain. Pour cela, j'aimerais paraphraser, même si on ne va pas citer, dans notre texte, Victor Hugo disait « De quoi demain sera-t-il fait ?» En se posant cette question, il s'installe déjà dans l'incertitude du fait historique. Qui peut nous dire aujourd'hui, peut-être que demain il y aura une guerre? Qui peut nous dire? Qui savait il y a quelques mois qu'on devait vivre aujourd'hui confiné? Qui savait? C'est ça l'incertitude du fait historique, le coronavirus. Relève même de l'incertitude du fait historique. Voilà un point entier qu'on peut créer entre l'épidémie du corona et la notion de l'histoire. Personne ne pouvait imaginer, il y a quelques mois, qu'on devait se retrouver dans cette situation. C'est ça, la notion de l'incertitude. Donc Popper va démontrer que l'histoire n'a pas de sens, parce que déjà l'histoire n'a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour définir l'histoire. Comment on pourra parler de l'orientation de l'histoire? Nous allons avancer et revenir si possible, s'il y a des explications ou des zones d'ombre. À la ligne, la conception phénoménologique au tableau, la conception phénoménologique critique l'idée d'un ordre prédéterminé. Quand on parle d'un ordre prédéterminé, vous voyez Bossuet et Hegel, qui avaient placé déjà Dieu devant.
critique l'idée d'un ordre prédéterminé. Critique l'idée d'un ordre prédéterminé. Critique l'idée d'un ordre prédéterminé dans l'histoire. Point. Le cours de l'histoire. Quand on parle du cours, ce n'est pas le cours que M. Mabélé est en train de faire. Il s'agit du déroulement de l'histoire. Est-ce que vous me comprenez? Le cours ici, ce n'est pas le cours de M. Mabélé. Je suis en train de faire cours, mais quand on parle du cours de l'histoire, il s'agit du déroulement de l'histoire. Le cours de l'histoire n'obéit à aucune loi. Le cours de l'histoire n'obéit à aucune loi. Virgule, ni à un plan préétabli. Ni à un plan préétabli. Mademoiselle Ombéré, à quoi te renvoie le concept de préétabli? Préétabli. Pour t'aider, voilà ce que je peux déjà faire, sconder déjà en deux. Que veut dire préétabli? De façon simple. Aucune idée. Jamais entendu parler de préétabli. Préétabli, que veut dire pré? Aucune idée. Pré veut dire avant. Donc, quelque chose qui est déjà établi. Mais déjà établi te fait penser à quel philosophe? Ça te fait penser à quel philosophe? Que je venais de citer. C'est Hegel, très bien. Déjà établi fait penser à Hegel. Mais c'est Hegel. Mais comment Hegel établit déjà l'histoire? En plaçant Dieu devant. L'homme n'est qu'une marionnette, un pion, un instrument, un objet même de l'histoire. Parce que l'homme est manipulé par Dieu. Or, ici, Karl Marx refuse l'idée que l'histoire soit déjà préétablie. Donc, on a déjà, c'est comme une histoire déjà rédigée. L'homme ne vient que faire les formalités, s'il faut prendre cette expression. Tu viens faire quelque chose dont tu connais déjà la finalité, c'est quoi? Marx refuse. Pourquoi Marx refuse pour donner? Sartre également refuse pour donner la liberté totale à l'homme. Si tu sais déjà que tu seras chômeur demain, pourquoi tu viendras à l'école? Si on te montre déjà la finalité que tu vas avoir les diplômes et tu ne vas jamais travailler, est-ce que tu vas accepter de venir à l'école? Non. D'où la notion de l'incertitude et un sens. Nous devons avancer dans l'incertitude. Mais sinon que l'école n'allait même plus exister. Parce que nombreux ont fini les études, sont des diplômés sans emploi. Mais c'est que quand ils allaient à l'école, ils savaient que j'allais être diplômé sans emploi. Mais ils devaient déjà changer de trajectoire. C'est ça. La vie a un sens parce qu'il y a l'incertitude. L'incertitude nous pousse aussi à beaucoup apprendre. L'incertitude nous pousse à vouloir tout faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas là où la vie peut sourire. C'est ça le sens que l'incertitude peut aussi apporter à notre vie. Voilà. Donc je dis, à aucune loi, ni à un plan préétabli. Sartre refuse. Il n'y a pas de plan préétabli pour dire que c'est Dieu. Point. Les événements historiques sont contingents. Les événements historiques sont contingents. Les événements historiques sont contingents. Contingent au tableau. Contingent veut dire ce qui relève du hasard. Ça est là. Ce qui relève du hasard sont contingents. Et hasardeux. Mais si on disait l'histoire, on devait dire hasardeuse. Sont contingents et hasardeux. Hasardeux parce que tu ne sais pas ce qui peut se produire demain.
On a un rendez-vous que demain, on aura cours. Mais parfois, demain, monsieur va se réveiller, je suis sérieusement malade, donc je ne viens plus. Ou bien c'est toi qui tombes malade. C'est ça le hasard en question. Quand on se retrouve, on doit toujours remercier le bon Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire demain. Quelqu'un peut aller piquer une crise d'AVC demain, on t'appelle pour te dire « Mais hier, on était ensemble jusqu'à 20 h. Mais oui, c'est ça aussi l'histoire. Personne ne pouvait savoir que demain, je vais mourir. Hasardeux, point, virgule, ils sont donc incertains. Ils sont donc incertains. Ils sont donc incertains. Ils sont donc incertains. Point. Incertains parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Mademoiselle, tu seras là demain. Ah, monsieur, je suis incertain. Ça veut dire que tu n'es pas trop sûr. Tu peux ou ne pas venir. C'est ça l'incertitude en question. Ils sont donc incertains. Point. Cette incertitude, c'est le fait que l'histoire elle-même n'est pas prévisible. Cette incertitude, c'est le fait que l'histoire elle-même n'est pas prévisible. Cette incertitude, c'est le fait que l'histoire elle-même n'est pas prévisible. C'est le fait que l'histoire elle-même n'est pas prévisible. Point. Vous êtes à la ligne? Oui, et toi, ça va? J'espère que ça va, oui. Cette incertitude, c'est le fait que l'histoire elle-même n'est pas prévisible. Point. Ce que l'on retient de l'histoire, c'est le chaos. Ce que l'on retient de l'histoire, c'est le chaos. Virgule, le désordre. Ça veut dire la même chose. Hein? C'est le chaos. Virgule, le désordre. Ce que l'on retient. Le verbe retenir. Ce que l'on retient de l'histoire, c'est le chaos. Virgule, le désordre. Virgule, l'improvisation. Le désordre. L'improvisation. L'improvisation. Virgule, l'incohérence. 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 Virgule, l'improvisation. Ce qui n'est pas prévu, on essaie de bricoler ou de faire quelque chose. C'est ça l'improvisation. L'incohérence, ce qui n'est pas logique. L'incohérence, c'est ça. L'improvisation, l'improvisation. Vous mettez un point. Point, autrement dit, l'histoire est essentiellement chaotique. L'histoire est essentiellement chaotique. Ça veut dire désordonné. L'histoire est essentiellement chaotique. L'histoire est essentiellement chaotique. Point. Il n'y a pas de principe régulateur L'histoire est essentiellement chaotique. Point. Il n'y a pas de principe régulateur dans l'ordre des événements historiques.
et il n'y a pas de principe régulateur dans l'ordre des événements historiques. Point. Voilà pourquoi donc l'existentialisme est un humanisme. Vous allez relever le titre de l'ouvrage. L'existentialisme est un humanisme. Voilà pourquoi dans l'existentialisme est un humanisme, virgule, Sartre déclare. Sartre déclare. Sartre déclare. Deux points, on ouvre les guillemets. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme. Dans le mot déterminisme, nous avons toujours le concept déterminé. Déterminé par qui? Par Dieu déjà. Ça te refuse. Il n'y a pas de déterminisme. Virgule. L'homme est libre. L'homme est libre. Virgule. L'homme est liberté. On ferme les guillemets. L'homme est libre, virgule, l'homme est liberté. Vous comprenez, cette tautologie prouve juste la détermination de Sartre à prouver que l'homme est totalement libre. Il parle de l'homme est libre, il ajoute encore l'homme est liberté. C'est la même chose. Liberté parce que c'est l'homme qui choisit. Il n'y a pas de Dieu qui vient l'influencer. Vous fermez les guillemets, mettez un point. La citation est même très claire déjà. Sartre vient déjà d'expliquer l'homme est libre. Il n'y a pas de déterminisme. Il rejette d'abord Dieu. Parce que le déterminisme chez Sartre, c'est le fait de placer Dieu avant les événements. Pour dire que c'est Dieu qui balise, c'est Dieu qui décide déjà du tout. Sartre refuse d'abord, il n'y a pas de déterminisme. Virgule, l'homme est libre. Virgule, l'homme est liberté. Il est libre comment? Parce qu'il est libre de choisir. Vous fermez les guillemets. À la ligne, selon Jean-Paul Sartre, selon Jean-Paul Sartre. Là, c'est maintenant l'explication de cette citation. Selon Jean-Paul Sartre, virgule, l'homme est totalement liberté. Selon Jean-Paul Sartre, l'homme est totalement liberté, virgule, il se définit en fonction de ses choix. Il se définit en fonction des choix qu'il fait, point. Ainsi, virgule, il est pleinement responsable de ses actes et de l'histoire. Il est pleinement responsable de ses actes et de l'histoire. Il est pleinement responsable de ses actes et de l'histoire. Du fait qu'il est libre de choisir. Du fait qu'il est libre de choisir. Point. L'histoire dépend donc du choix de l'homme. 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 Point. Voilà pourquoi, dans la critique de la raison dialectique, voilà pourquoi le deuxième ouvrage de Sartre, dans la critique de la raison dialectique, voilà pourquoi dans la critique de la raison dialectique, virgule, Sartre déclare, deux points, on ouvre les guillemets, les hommes font leur propre histoire. Tu fermes les guillemets. Les hommes font leur propre histoire. Vous fermez les guillemets. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer.
les hommes font leur propre histoire. C'est juste une réponse aux deux premières conceptions. Fermez les guillemets. Vous avez souligné, j'espère, critique de la raison dialectique. À la ligne, de même, virgule, chez Karl Popper, Popper est déjà au tableau, chez Karl Popper, virgule, il n'existe pas de loi de l'histoire. De même, chez Karl Popper, il n'existe pas de loi de l'histoire. Virgule, il critique, c'est le philosophe Popper, il critique toute tendance attribuant à l'histoire, le verbe attribuer ou donner. Toute tendance attribuant, il critique toute tendance attribuant à l'histoire un sens. Donc pour Popper, l'histoire n'a pas de sens. Ni l'homme qui détermine, ni Dieu. Non, l'histoire n'a pas de sens. Critique toute tendance attribuant à l'histoire un sens. Sens comme étant signification. Attribuant à l'histoire un sens. Point. Dans son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis » au tableau, dans son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis », virgule, Popper déclare. Karl Popper, c'est un anglais. Karl Popper, Popper déclare, deux points, on ouvre les guillemets, l'histoire n'existe pas et ne saurait avoir de sens. L'histoire n'existe pas et ne saurait avoir de sens. L'histoire n'existe pas et ne saurait avoir de sens. L'histoire n'existe pas et ne saurait avoir de sens. Point. Fermez les guillemets. À la ligne, pour lui, virgule, l'histoire n'a ni sens, virgule, ni fin. L'histoire n'a ni sens, virgule, ni fin. L'histoire n'a ni sens, virgule, ni fin. Ni fin. Point. Les événements historiques sont désordonnés. Virgule, imprévisibles. Imprévisible et hasardeux. Imprévisible et hasardeux. Sont désordonnés, virgule, imprévisible et hasardeux. Point. On va très rapidement, vous allez écrire à la ligne conclusion. Au moins 3 lignes de conclusion. Parce qu'il y a un problème de temps. Vous comprenez par la dernière phrase de Popper qu'il rejoint la position de Jean-Paul Sartre. À la ligne, la conclusion, tout compte fait. Tout compte fait. Tout compte fait, virgule, cette thématique a mis en lumière, au lieu de dire mise en lumière, vous risquez de vous embrouiller. Cette thématique a mis avec S, en lumière,
2 questions essentielles. 2 questions essentielles. A mis en lumière 2 questions essentielles. 2 points. Celle du fondement. A mis en lumière 2 questions essentielles. 2 points. Celle du fondement. On verrait un peu plus vite. 2 questions essentielles. 2 points. Celle du fondement de l'histoire, d'une part. Celle du fondement de l'histoire, d'une part. Celle du fondement de l'histoire, d'une part. Et la finalité, celle du fondement de l'histoire, d'une part. Et la finalité des faits historiques, d'autre part. Et la finalité des faits historiques, d'autre part. Point. Il en résulte de toute évidence. Il en résulte de toute évidence que l'homme est à la fois sujet et objet de l'histoire. Il en résulte que l'homme est à la fois sujet et objet de l'histoire. Que l'homme est à la fois sujet et objet de l'histoire. Vous mettez un point final pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons amorcer notre thème 6 intitulé « L'État et le pouvoir politique ». C'est un thème que je vous invite à suivre puisque ce thème fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous remercie pour la journée d'aujourd'hui. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.